La France et les États-Unis, deux nations qui ont traversé ensemble deux guerres mondiales, deux piliers fondateurs de l'Alliance Atlantique, deux alliés dont le lien semblait, quoi qu'il arrive, indestructible. Ce mardi 31 mars, Donald Trump a brisé quelque chose. En quelques lignes publiées sur Truth Social, le président américain a publiquement attaqué Paris. Pas un adversaire, pas un rival, un allié. Et il a conclu son message par une phrase qui a immédiatement glacé les diplomates européens. Les États-Unis s'en souviendront. Mais ce n'est pas tout. Ce même mardi, des frappes ont visé une usine de médicaments contre le cancer en Iran. Israël a annoncé vouloir occuper le sud du Liban après la guerre. Un pétrolier a brûlé près du port de Dubaï et des débris de missiles iraniens sont tombés sur Tel Aviv. En une seule journée, 5 nouvelles lignes ont été franchies. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe le 31 mars n'est pas une escalade ordinaire. C'est un basculement qui touche désormais les alliances, les civils, les voisins et l'ordre occidental lui-même. Commençons par ce qui a stupéfait les capitales européennes ce mardi matin. Sur Truth Social, Donald Trump a écrit que la France s'était montrée très peu coopérative dans la guerre contre l'Iran. La raison invoquée, Paris aurait refusé d'autoriser des avions militaires américains chargés de matériel à destination d'Israël à survoler le territoire français. Et Trump a conclu son message par ces mots. Les États-Unis s'en souviendront. Mesurons ce que cela signifie réellement. La France n'a pas envoyé de troupes contre les États-Unis. Elle n'a pas soutenu l'Iran. Elle a simplement refusé que son espace aérien soit utilisé pour acheminer des armes vers Israël dans le cadre d'une guerre que Paris n'a pas approuvée. Un choix souverain, conforme à sa position diplomatique traditionnelle, et pour cela, le président de la première puissance mondiale l'a publiquement menacé. Ce détail a profondément troublé les analystes européens, parce que ce n'est pas une dispute entre ennemis, c'est une fracture entre alliés, et dans le contexte d'une guerre qui embrasse déjà le Moyen-Orient, voir Washington menacer Paris, représente une rupture symbolique d'une gravité exceptionnelle. Certains experts estiment que cette déclaration de Trump révèle une réalité que beaucoup refusaient encore d'admettre. Les États-Unis ne considèrent plus leurs alliés européens comme des partenaires à convaincre, mais comme des vassaux à discipliner. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la même journée, Trump a prononcé une autre phrase qui a fait l'effet d'une bombe dans les salles de marché et les ministères de l'énergie du monde entier. Interrogé sur la perturbation de l'approvisionnement pétrolier mondial causée par la fermeture du détroit d'Ormuz, le président américain a répondu sèchement aux pays touchés d'aller chercher eux-mêmes leur pétrole. Réfléchissons à ce que cela implique. Depuis le 28 février, le détroit d'Ormuz est pratiquement paralysé. Un cinquième du pétrole mondial ne passe plus. L'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, toutes ces économies sont directement frappées par ce blocus. Et la puissance qui a déclenché cette guerre, celle dont les frappes ont provoqué la fermeture du détroit, leur dit maintenant de se débrouiller seuls. C'est une posture inédite. Elle signifie que Washington assume pleinement les conséquences économiques mondiales de ses choix militaires, sans se sentir la moindre responsabilité envers ses partenaires. Selon plusieurs économistes, si cette attitude se confirme, elle pourrait précipiter une recomposition profonde des alliances énergétiques mondiales. Des pays comme le Japon ou la Corée du Sud pourraient être contraints de négocier directement avec de nouveaux fournisseurs, réorganisant des décennies de géopolitique pétrolière établie. Et pendant que Trump parlait, de nouvelles frappes redéfinissaient les règles du conflit en Iran. Ce mardi, une série de frappes a touché plusieurs sites en Iran, et deux d'entre elles ont immédiatement retenu l'attention de la communauté internationale. La première a mis hors service une usine de désalinisation sur l'île de Keshm, située directement dans le détroit d'Ormuz. Une infrastructure qui fournit de l'eau potable à des populations civiles dans une région où l'eau douce est déjà une ressource rare et précieuse. La seconde a visé un site appartenant à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Iran. Une usine qui produit des anesthésiques et des médicaments contre le cancer. Arrêtons-nous sur ce point. Des médicaments contre le cancer, des anesthésiques. Ce ne sont pas des installations militaires, ce ne sont pas des sites nucléaires, ce sont des infrastructures qui permettent à des patients iraniens de recevoir des soins vitaux. Et elles ont été frappées dans le cadre d'opérations militaires dont l'objectif affiché est de faire pression sur le régime de Téhéran. Plusieurs organisations humanitaires internationales ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Selon certains experts en droit international, frapper délibérément des infrastructures médicales civiles soulève des questions juridiques extrêmement sérieuses, quelle que soit la nature du conflit. Mais la guerre ne s'arrête pas aux frontières iraniennes. Ce mardi, elle a franchi une nouvelle fois les lignes qu'on croyait encore tenir.
Ce qui a été déclaré ce mardi par le ministre de la Défense israélien Israel Katz a provoqué une onde de choc diplomatique immédiate. Israël, a-t-il affirmé sans détour, a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée. Et il a ajouté une précision glaçante: toutes les maisons des villages libanais adjacents à la frontière seront démolies. Les 600 000 habitants du sud du Liban qui ont été évacués ne pourront pas rentrer chez eux dans l'immédiat. 600 000 personnes déplacées, sans date de retour. Cette déclaration transforme profondément la nature du conflit au Liban. Jusqu'ici, les opérations israéliennes dans le sud du pays étaient présentées comme des mesures temporaires visant à neutraliser le Hezbollah. Désormais, un ministre du gouvernement israélien parle ouvertement d'occupation durable et de destruction systématique de villages frontaliers. Certains analystes estiment que cette annonce est une réponse stratégique calculée. Créer une zone tampon permanente pour empêcher toute reconstitution du Hezbollah à la frontière nord. D'autres y voient une ligne franchie qui risque de rallumer durablement les tensions régionales bien au-delà de la guerre actuelle. Et c'est là que la situation devient encore plus complexe. Parce que pendant que tout cela se déroulait, la guerre frappait aussi Tel Aviv. Ce mardi matin, une alerte aux missiles a retenti dans la région de Tel Aviv. Les secours israéliens ont annoncé avoir évacué vers des hôpitaux 8 blessés légers. La police a signalé la chute d'éléments de munitions dans plusieurs zones urbaines, des débris de missiles iraniens, en pleine zone résidentielle, dans la métropole la plus peuplée d'Israël. Ce schéma d'escalade symétrique est exactement ce que les stratèges militaires redoutaient depuis le début du conflit. Chaque frappe israélienne sur l'Iran appelle une réponse iranienne sur le sol israélien. Et ces réponses deviennent progressivement plus précises, plus fréquentes et plus proches des centres de population civile. La question que posent désormais plusieurs experts en sécurité est simple. Jusqu'à quel point cette spirale peut-elle monter avant qu'une frappe cause des pertes civiles massives en Israël, déclenchant une réponse d'une ampleur encore inédite? Personne ne connaît encore la réponse. Mais les événements de ce mardi à Dubaï donnent une idée de l'étendue géographique que prend désormais cette guerre. Les Émirats arabes unis. Un pays qui s'était jusqu'ici efforcé de maintenir une position de neutralité prudente dans ce conflit. Un hub commercial, financier et logistique au cœur du golfe Persique. Ce mardi, la guerre est arrivée à Dubaï. 4 ressortissants asiatiques ont été blessés par des débris tombés sur des maisons dans un quartier du sud de la ville. Quelques heures plus tard, les autorités émiraties ont confirmé qu'un pétrolier sous pavillon koweïtien avait été touché par une frappe de drone près du port de Dubaï, provoquant un incendie. Aucun blessé parmi l'équipage, aucune fuite de pétrole. Mais le message est clair. L'Iran poursuit quotidiennement ses frappes contre ses voisins du Golfe. Et désormais, même Dubaï, vitrine mondiale du commerce et du luxe, ville que beaucoup considéraient comme intouchable, n'est plus à l'abri. Les conséquences pour le commerce maritime mondial sont immédiates. Les assureurs maritimes ont déjà relevé massivement leurs primes pour toute navigation dans le golfe Persique. Plusieurs compagnies ont suspendu leur rotation vers les ports émiratis. Et chaque incident supplémentaire renchérit davantage le coût du transport maritime mondial, avec des répercussions directes sur les prix à la consommation partout dans le monde. Revenons à cette fracture entre Paris et Washington, parce qu'elle est peut-être le signal le plus lourd de conséquences de toute cette journée. La France n'est pas seule dans sa position. Plusieurs pays européens ont exprimé, avec des degrés variés de discrétion, leur malaise face à l'ampleur des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. L'Allemagne a multiplié les appels à la désescalade. L'Espagne et l'Irlande ont adopté des positions publiquement critiques. Et même au sein des institutions européennes, les voix appelant à une solution diplomatique se font de plus en plus entendre. Mais Trump a choisi de répondre à cette divergence, non pas par la diplomatie, mais par la menace publique. Les États-Unis s'en souviendront. Cette phrase, selon plusieurs analystes des relations transatlantiques, pourrait marquer un tournant durable. Elle signale que Washington est prêt à sacrifier la cohésion de l'Alliance atlantique sur l'autel de ses objectifs militaires au Moyen-Orient. Et elle place les gouvernements européens face à un choix inconfortable, se soumettre à la pression américaine ou assumer ouvertement une position indépendante et en payer le prix politique et économique. L'OTAN a survécu à de nombreuses crises depuis sa fondation. Mais elle n'a jamais été confrontée à une situation où son membre le plus puissant menace publiquement ses alliés européens pendant une guerre ouverte. Faisons le bilan de ce seul mardi 31 mars. Trump a menacé la France. Il a dit aux pays privés de pétrole de se débrouiller seuls. Des frappes ont visé une usine de médicaments contre le cancer en Iran.
Israël a annoncé son intention d'occuper durablement le sud du Liban. Des débris de missiles iraniens sont tombés sur Tel Aviv et un pétrolier a brûlé dans le port de Dubaï. 5 lignes franchies, en une seule journée. Ce qui se dessine n'est plus seulement une guerre entre Israël et l'Iran. C'est une recomposition profonde de l'ordre mondial. Les alliances occidentales se fissurent. Les voisins du Golfe sont directement touchés. Les populations civiles des deux côtés paient le prix d'une escalade que personne ne semble plus capable d'arrêter. Et le 6 avril approche toujours, la date limite fixée par Trump pour la réouverture du détroit d'Ormuz. 6 jours. 6 jours pendant lesquels la diplomatie mondiale va tenter l'impossible. Convaincre des belligérants engagés dans une spirale de destruction mutuelle de s'asseoir à une table de négociation. L'histoire retiendra-t-elle ce 31 mars comme le jour où l'Occident a commencé à se fracturer, ou comme le moment où une solution de la dernière chance a émergé de l'ombre? La réponse viendra dans les prochains jours, et elle nous concernera tous, bien au-delà du Moyen-Orient.